Le prince de Genévie, Charles-Emmanuel de Savoie-Genévie, ancien troisième duc de Nemours, arpentait lentement les futurs tracés de la première course de l'escalade sur la planète Helvétie. Tandis qu'un vent tiède balayait les étendues encore incultes, il soupira en songeant au confort du palais d'Almarne, siège provisoire du gouvernement de sa principauté naissante. Autour de lui, le paysage n'était qu'un vaste chantier. Ses prés soigneusement mesurés au cordeau seraient, dans une quinzaine d'années, une ville vivante. Après la Saint-Antonin, les bâtiments emblématiques de la Genève terrestre, aujourd'hui encore absents, seraient reconstruits à l'identique, bordant à nouveau les rives de ce Rhône au-delà des étoiles. Tandis que son ministre lui détaillait les enjeux de cette future épreuve d'athlétisme, véritable rituel civique pour les Genevois, le prince observait distraitement l'activité fébrile des ouvriers et urbanistes. Il fallait terrasser les sols, modeler les fondations et, dans 15 ans, ériger les structures héritées de l'ancienne Rome protestante, dans un souci de constance urbaine. Parfois, une pointe d'envie perçait en lui. Il songeait au prince de Gruyère, l'un des vassaux de ses ancêtres, qui avait eu le luxe de bâtir une capitale entièrement neuve, affranchie de tout passé. Lui, en revanche, portait le fardeau d'une cité dont le nom seul évoquait un prestige séculaire. Il ne lui appartenait pas de la transformer, mais de la restaurer, de lui rendre son éclat et d'en perpétuer la mémoire. C'était là toute l'ironie de l'histoire. Un Savoie régnait désormais sur une terre héritière de la résistance des Genevois contre les ambitions de ses contemporains. Organiser une fête commémorant la défense héroïque de la cité face à ses cousins, quelle farce! Et pourtant, c'était sa charge, et son honneur. Cette promenade, il ne l'avait acceptée que pour s'aérer l'esprit. Les dossiers s'accumulaient, pesants. Pour cet homme d'action, né au cœur de la Renaissance, l'attente et les responsabilités de bâtisseur étaient un supplice. La Genévie comptait encore peu d'habitants, mais ses infrastructures étaient dimensionnées pour accueillir une population 1000 fois supérieure. Gares, hôpitaux, universités, bibliothèques, tout anticipait un futur grandiose. Même le palais d'Almarne, où il résidait à présent, avait déjà une autre vocation prévue une fois la Genévie pleinement peuplée. Un nouveau soupir lui échappa. Il se rappela ce que réservait la suite de sa journée. Le chancelier l'attendait pour discuter des festivités de fin d'année. Encore une fête républicaine, la Restauration genevoise. Le 31 décembre, il lui faudrait prononcer un discours exaltant les vertus de cette principauté qu'il gouvernait depuis moins d'1 an. Exercice convenu, mais nécessaire. Et malgré ses réticences, il ne pouvait nier son bonheur. Il avait trouvé ici une épouse radieuse, qui allait bientôt lui donner l'enfant qu'il n'avait jamais pu avoir sur la terre originelle. Il songea, non sans ironie, au scandale que cette union aurait suscité en son temps. Une mésalliance avec une bâtarde, même fille d'un prince lointain. La cour l'aurait exclue. Et pourtant, cette jeune femme descendait par son père de la sœur Benjamine du Conquérant, contre lequel on commémorait chaque année le départ des troupes. Un clin d'œil de l'histoire ou une moquerie du destin. Le prince sourit. Il aimait son épouse, il était en paix, et il allait devenir père. Que demander de plus? Il décida de gravir la colline où, dans 15 ans, s'élèverait son palais officiel. De là, il contempla le panorama. La nouvelle Genève s'élèverait dans l'hémisphère sud, sur le continent de Romandie, à l'embouchure d'un immense lac, plus vaste que celui qu'il avait connu, une véritable mer intérieure. À la différence de sa prédécesseur terrestre, Genève aurait un accès bien plus direct à la mer. À 200 km au sud, un port était en construction. Port Elisa, baptisé du prénom de son épouse. Il tenait à laisser son empreinte. Les yeux perdus dans l'horizon, Charles-Emmanuel redescendit lentement. Il tenta de se remémorer les images de synthèse qu'on lui avait montrées, représentant sa future capitale achevée. Un sourire discret étira ses lèvres. Il pouvait bien supporter quelques symboles républicains. Genève vaut bien quelques tartes aux pruneaux. Après tout, lui, général de la Sainte Ligue, héritier des ducs de Savoie, venait de prendre sa revanche sur la Rome hérétique. Sa famille régnerait ici, et pour longtemps. Entre monarchie ressuscitée et république transformée, L'ombre des princes, Chronique des rois roux, tome 1, t'entraîne dans un monde nouveau, où les dynasties oubliées reprennent vie sous d'autres cieux. Suit des princes déracinés, des capitales reconstruites, et des héritiers en quête de sens dans un futur où l'histoire se réinvente. Un récit où les fantômes des siècles passés reprennent chair. Disponible dès maintenant sur Amazon. Rejoins l'aventure, là où les légendes renaissent.